Bienvenue au webinaire du Regroupement des géographes du Québec présenté le 25 février 2026. Dans cette conférence intitulée Géographie et intelligence artificielle, promesses, risques et nouveaux horizons, le professeur Yannick Aymon du département de géographie de l'Université du Québec à Montréal explore comment l'intelligence artificielle transforme le travail des géographes, la discipline elle-même et notre compréhension d'un territoire. Nous vous invitons à découvrir cette discussion captivante. Parfait, merci. Merci à tout le monde de vous connecter aujourd'hui. On va essayer d'être le plus pertinent possible. C'est un domaine, l'intelligence artificielle, qui bouge excessivement vite là, pour les personnes qui suivent l'actualité. Là, ça change quasiment chaque jour, sinon chaque semaine, chose certaine. Il y a des nouveautés là, qui se mettent en place. Fait qu'on va essayer de faire le tour à travers tout ça. Donc, on m'a déjà présenté, là, donc euh, Yannick Aymon, je suis professeur au département de géographie de l'UQAM. Ça fait maintenant 6 ans. Je suis responsable des ESS euh, en résilience, risques et catastrophes et je suis aussi à l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Bref, je suis dans le domaine de la gestion des risques, là, la grande famille de gestion des risques et dans le cadre autant de mon enseignement, mais que de mes travaux de recherche, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Donc, quand j'ai été approché, merci d'ailleurs au regroupement de m'avoir approché pour faire une présentation sur l'intelligence artificielle et un peu c'est quoi les différents impacts en géographie. Il y en a quand même beaucoup. Vous allez voir, je tente de dresser un portrait, donc je le dis tout de suite. Je ne suis pas je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Là. Tu sais, c'est pas le cœur de mes travaux. Il y en a sûrement ici qui sont plus au fait que moi. En fait, l'angle que j'ai pris, c'est vraiment l'interaction entre l'intelligence artificielle et la géographie, puis essayer de voir comment ça représente un peu justement des promesses, des risques et des nouveaux horizons. Fait qu'hésitez pas à intervenir tout au long du webinaire, là, s'il y en a. Là, j'ai vu qu'Olivier, mon collègue Olivier Caron était là. Il se connaît beaucoup plus que moi, entre autres en apprentissage profond. Là. Donc, si jamais je dis trop de niaiserie, Olivier, gêne-toi pas pour intervenir, mais sinon, on va essayer de dresser. Puis l'objectif, en fait, c'est tu sais, d'ouvrir vers des questionnements. Donc, à la fin, là, on va pouvoir réfléchir ensemble là, à travers ça. Donc, vous voyez en bas dans le coin, hein, qui dit intelligence artificielle, dit différents types d'outils. Donc, maintenant, je m'efforce de le mettre là, sur l'ensemble des choses que j'utilise. Donc, on voit ici, c'est un petit logo qui a été créé open source là, pour dire que j'ai été assisté par l'intelligence artificielle générative pour préparer cette présentation que ce soit au niveau de la mise en forme ou de l'organisation du contenu. Donc, vous voyez là, ce petit logo-là, que je vous invite d'ailleurs à aller chercher là, sur Internet là, et à de plus en plus le mettre dans vos différents travaux. Il échappe plus ou moins, surtout avec les outils de réécriture qui sont maintenant intégrés, entre autres dans les produits Apple, mais un peu partout. Donc, on peut faire ça. Donc, donnez-moi 30 secondes. Je suis vraiment désolé. J'ai ma fille qui n'arrête pas de me spammer, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Donc, parfait. Donc, c'est bon. Elle va survivre. Désolé. Donc, le plan du webinaire, on va faire une petite introduction. On va voir un peu, en fait, tu sais, puis ce que je vous livre, en fait, c'est ma réflexion de comment je vois que l'IA transforme la discipline géographique. On est beaucoup aussi dans les données, analyse et travail de géographe. L'IA et qu'est-ce que ça vient faire dans le concept de territoire, qui est un concept très cher aux géographes. Et à la fin, là, un peu de prospective pour s'amuser sur comment mieux habiter notre monde. Donc, c'est un peu la proposition que je fais aujourd'hui là, pour ce webinaire. Donc, en introduction, en fait,
On y va avec une grande question, hein. Pourquoi l'intelligence artificielle change tout pour les géographes? Bien, on le voit en fait, il y a comme trois grands constats. Il y a une augmentation du volume de données géospatiales, que ce soit la qualité des données, mais la quantité de données, la précision des données. On a de plus en plus de capteurs qui sont mis partout à travers nos villes. On va parler tantôt de tout ce qui est la mise en place aussi des jumeaux numériques. Donc, on a commencé ça avec l'immobilier. Là, on tente de créer des jumeaux de la Terre, des jumeaux du territoire au niveau numérique. Donc, on voit que de plus en plus, il y a une augmentation du volume de données. De façon exponentielle. Et l'intelligence artificielle aussi, il est pour beaucoup dans cette augmentation du volume-là, mais va venir aussi beaucoup impacter justement toute l'analyse derrière ça. On le voit aussi, des publications en géographie qui citent de plus en plus l'IA ou ML, c'est pour les modèles de langage, là. Donc, en anglais, c'est les LLM, les Large ou juste les Large Language Model, où j'ai essayé de le franciser là, avec les modèles de langage. Donc, on voit que de plus en plus dans le domaine de la géographie, là, l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, beaucoup en géomatique, en traitement de données. On le voit aussi dans l'exploitation des données ouvertes. Donc, il y a de plus en plus de données ouvertes aussi en géographie humaine. Et l'intelligence artificielle apporte un support, en fait, dans le traitement de ces données-là. Donc, on voit que c'est de plus en plus présent. Et en fait, bon, je pense que je parle à un public qui est déjà au courant de ça, mais on sait que c'est 2040, 2050. Moi, j'aime mieux le ramener à 2040. Là, c'est plus proche quand c'est trop loin. C'est déjà trop loin 2040, mais quand c'est trop loin, on sait que l'humain s'en préoccupe pas. Mais on sait que 2040, c'est un horizon critique, en fait, pour les transitions territoriales et environnementales. Donc, on sait qu'il va y avoir de profondes modifications de nos milieux, de nos territoires, de nos espaces, de nos paysages. Bref, tout va changer. Et on parle beaucoup de 2035, 2040, 2050. Donc, on sait que ça va venir changer. Puis vous allez voir, là, il y a des transformations qui se font au niveau conceptuel avec l'IA, justement, et la génération de toutes ces données qui demandent de revoir certains concepts. Donc, comment, en fait, l'IA transforme la discipline géographique? Donc, on va y aller, en fait, tu sais, avec des grands... on voit qu'il y a autant une rupture épistémologique, mais aussi des nouvelles pratiques qui se mettent en place et qu'on s'en va beaucoup vers une géographie computationnelle, dans le sens que de plus en plus, justement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, des modèles de langage, l'apprentissage profond. Puis quand je dis intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT, là, parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde pense à uniquement l'intelligence artificielle générative. Mais comme je disais, tu sais, j'ai un collègue là, qui est branché du département, je ne sais pas s'il est encore là, Olivier, mais tu sais, Olivier Caron travaille beaucoup sur des modèles d'apprentissage profond. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas nécessairement de l'intelligence artificielle générative, mais on voit que dans le domaine de l'analyse, en fait, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente. Donc, on voit que, tu sais, ce qu'on remarque, puis là, ça, c'est intéressant, où, en fait, la, la, l'utilisation de tous ces modèles-là, mais aussi de la quantité de données qu'on a, on passe d'une géographie un peu déductive, si on veut, vers une géographie inductive où on va essayer de chercher à l'intérieur des données de faire, tu sais, d'explorer ces données-là pour chercher des patterns, en fait, sans nécessairement avoir d'hypothèse a priori. Donc, de plus en plus avec justement ces, toutes ces données-là, puis on le voit, tu sais, moi, je le vois dans mon domaine là, plus précis de résilience, risque et catastrophe. Donc, on cherche justement à identifier des vulnérabilités. Donc, on va étudier
des grands jeux de données pour essayer de voir est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues, essayer de justement faire ressortir. Donc, on est moins sur de la déduction, mais beaucoup plus sur de l'induction. Il y a tout ce qui est le géo-AI, donc la convergence entre l'intelligence artificielle et les sciences de l'information géographique. Euh, donc, il y a toute une... ce qu'on remarque, en fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a comme une émergence d'une sous-discipline qui est très autonome du géo-AI, même tu sais, on voit, là, ça revient dans les années 2000, on parlait beaucoup du renseignement géographique et on voit que ça reprend au niveau même de la littérature, là, tout ce qui est ce côté-là un peu de renseignement et d'information au niveau géographique. Euh, en fait, l'autre chose aussi, tu sais, puis ce qu'on voit, tu sais, un des risques épistémiques qu'on voit, c'est que ces intelligences artificielles-là fonctionnent sous le modèle de boîte noire, en fait, hein. Donc, c'est des modèles de boîte noire. On lui fournit des données, ça nous produit des résultats. Et ben, ça devient difficile de voir ce qui se passe. On va souvent être beaucoup plus dans des corrélations que des causalités. Donc, ça demande quand même de faire du travail. Donc, on voit que il y a comme une transformation aussi d'un peu de qu'est-ce qu'on fait en géographie avec tout cet avènement-là. Parce que l'intelligence artificielle vient, tu sais, pour beaucoup, quand on se questionne là-dessus, vient beaucoup avec une génération de données vraiment monumentale. Puis on le sait, là, dans les 10 dernières années, avec tout ce qui est les objets connectés, les IoT, ben, on génère un paquet de données et là, on cherche à leur donner un sens. Et pour ça, ben, on développe des modèles et ben, on s'éloigne un peu de ce qu'on faisait avant pour faire des nouvelles choses. Donc, on le voit là, dans les nouvelles pratiques. Il y a des foundation modèles géospatiaux. Là, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais tu sais, on voit dans la littérature justement que, il y a des modèles. On a vraiment des LLM qui se spécialisent pour l'extraction de connaissances géographiques à partir de textes, donc en géographie humaine ou en géographie ouais, plus humaine, culturelle et tout ça, dans l'analyse de texte, ben, on voit qu'il y a des modèles qui commencent à se spécialiser pour justement être capables d'aller chercher toutes les portions géographiques de ces textes-là. On a beaucoup de simulations, donc soit avec des agents, les modèles basés sur les agents, pour essayer de modéliser en fait des dynamiques territoriales complexes, donc de la géosimulation qui est pilotée par l'intelligence artificielle, où on va essayer de voir comment le territoire se transforme, comment il peut être transformé, comment ça se produit. En gestion des risques, on est très bon, très fort pour produire un paquet de simulations là, de ce qui pourrait survenir sur un territoire, en fait, quand ça pourrait, certains aléas impacter un territoire. Il y en a eu beaucoup avec les inondations, entre autres. Les nouvelles cartes inondables qui vont sortir sont issues de simulations de ce type-là. Et en fait, l'autre chose qui est très, en fait, qui est de plus en plus mis de l'avant, c'est bon, de la géovisualisation immersive. Donc, j'ai fait un peu de travaux là, sur tout ce qui est réalité virtuelle. Donc, essayer de s'insérer dans un territoire pour essayer de le visualiser, ce qui n'est pas la même chose que d'être sur le terrain. Donc, ça amène aussi des nouvelles pratiques, des nouveaux défis, mais toutes des nouvelles connaissances, concepts de base là, qui sont très différents. Et les fameux jumeaux numériques territoriaux où on essaie de reproduire un territoire au complet pour ensuite justement faire ces simulations-là. Moi, j'ai travaillé un peu sur les jumeaux numériques au niveau de l'immobilier. Je trouvais que ça avait déjà ses limites, mais ça se faisait un peu mieux parce qu'un immeuble, ça change pas radicalement d'un jour à l'autre ou tu sais, pour qu'un immeuble change, généralement, ça prend de l'intervention humaine. Là, quand on commence à faire des jumeaux numériques territoriaux, ben, il y a des dynamiques, en fait, naturelles qui sont en place, qui viennent modifier le territoire.
Et là, d'essayer de capturer tout ça et de faire en sorte que nos modèles évoluent rapidement, ben, ça représente en fait de nombreux défis et ça demande aussi de voir le territoire d'une autre façon complètement différente. Donc, en fait, on voit, tu sais, le géographe face à l'IA, là, donc on voit avec tout ça, tu sais, qu'il y a une augmentation en fait de capacité analytique. Donc, c'est certain que comme géographe, tous ces modèles de langage-là, ces outils d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle générative décuple en fait les différents, tu sais, décuple nos capacités analytiques du traitement de volume de données tu sais, qui était impensable de faire manuellement. Euh, donc, ça permet tout ça. Euh, c'est certain que de façon inductive, on peut essayer de détecter des différents patterns à différentes échelles et les systèmes vont le faire beaucoup plus rapidement qu'on serait capable de le faire là, manuellement euh, à ce niveau-là. Euh, Ce qui est important aussi, tu sais, puis en fait, tu sais, on est dans un système, si on veut, j'ai appelé ça de collaboration, mais tu sais, il y a une hybridation humain-machine. Il y a des choses que ces outils-là ne peuvent pas voir. Donc oui, ça vient modifier certains concepts de base, mais ça reste que tu sais, je trouvais important avec ce webinaire-là de remettre le géographe de l'avant parce que tu sais, tout ce qui est notion de sens du lieu, contexte culturel, la notion d'éthique territoriale, ben, les algorithmes ne peuvent pas produire seuls toutes ces données-là. Donc, le géographe a encore sa place et doit être là pour justement venir combler ces lacunes-là de l'intelligence. Et il y a une vigilance critique, on va en voir certains tantôt, mais en fait, il y a des risques de biais spatio-systémiques qu'on voit dans la littérature, de dépossession des savoirs locaux aussi, à vouloir gérer tout avec une machine, ben, il y a des savoirs locaux qui vont se perdre parce qu'ils ne sont pas numériques, parce qu'ils ne sont pas numérisés, ces savoirs-là. Et un la chose, je pense qu'il faut être le plus vigilant comme géographe, en fait, c'est de ne pas réduire le territoire à ses dimensions numériques mesurables seulement. Puis il y a toute une approche de Critical GIS dans la littérature que je vous invite à aller lire, là. Il y a des auteurs, puis à la fin, j'ai une série de références, là. D'ailleurs, il n'y a personne qui a posé la question encore, puis je pense que dans le chat non plus, mais la présentation, en tout cas, moi, je vais la rendre disponible, là, donc j'imagine que le regroupement pourra vous l'envoyer. Mais la présentation va être disponible à la fin, donc vous pourrez aller voir. Mais c'est vraiment très important, cette vigilance-là, de ne pas aller tu sais, dans les données, en fait, avec le balancier là, à l'extrême et de réduire, en fait, le territoire à ses dimensions uniquement numériques là, à ce niveau-là. Donc, données, analyse et transformation du travail du géographe, comme vous le savez, ça vient modifier un peu le travail du géographe à ce niveau-là. Donc, j'en parlais de l'explosion des données géospatiales. Donc, on le voit, hein, tout ce qui est télédétection et satellite, euh, les données sont de plus en plus précises. Il y a même des systèmes de détection automatique de changement maintenant qui sont quasi en temps réel. Donc, de plus en plus, ça se raffine à ce niveau-là, au niveau de la télédétection et des satellites. Là, s'il y a des experts dans la salle dans ces domaines-là, là, vous pourriez sûrement en parler plus que moi, mais on voit que, il y a énormément de données qui sont générées et tout ce qui est objets connectés et capteurs urbains, on le voit là, avec les réseaux de surveillance. Moi, je le vois beaucoup en résilience risque et catastrophe. Là, de plus en plus, on a un paquet de capteurs urbains que ce soit des stations météo, mais des capteurs de niveau d'eau, de débit, euh, au niveau des vents, des pluies, de la pression atmosphérique, bref, plein de capteurs de surveillance météo pour être capable de localiser encore plus nos analyses et de voir est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Donc, ça aussi, ça amène une explosion à ce niveau-là. Euh, Bon, tout ce qui est données citoyennes aussi, hein, de plus en plus, on parle de sciences citoyennes. Les citoyens produisent des données.
entre autres avec les réseaux sociaux qui sont, tu sais, où les gens peuvent géolocaliser leurs posts, tu sais, ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. On s'en sert encore une fois, là, je vais vous amener dans mon domaine, mais en résilience, risque et catastrophe. Pour avoir des états de situation, maintenant, on a des gens qui font la surveillance des réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des signaux faibles qu'on ne voit pas à certains endroits, mais que les citoyens ressortent là, pour être capables de faire ça? Donc, encore là, ça donne beaucoup de données et tout ce qui est jumeaux numériques là, qu'on crée. Et en fait, tu sais, on le voit là, dans le bas, là, tu sais, ce qui change, c'est que, bon, ben, comme je le disais, tu sais, des détections automatiques de changement, mais beaucoup, on est de plus en plus dans des modèles prédictifs où on essaie d'anticiper des dynamiques d'occupation du sol, mais aussi d'évaluation de la vulnérabilité territoriale. Donc, on essaie de voir, en faisant des changements, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la vulnérabilité du territoire, sur les dynamiques d'occupation du sol? Est-ce que ça va nous créer plus de vulnérabilité, moins de vulnérabilité? Est-ce que ça va venir ou comment ça va les modifier? Et ainsi de suite. Donc, ces modèles prédictifs-là, on va les voir de plus en plus et je vais, je vais me permettre de faire un aparté là, avec ce qui s'est produit de tragique, là, la tuerie dans une école. Ça va être très intéressant de suivre les audiences de OpenAI qui a décidé à partir de certaines données qu'ils avaient, donc de modèles prédictifs, parce que chez eux, ça a sonné un alarme sur l'utilisation que la personne faisait de ChatGPT. Ils ont décidé de ne pas alerter les autorités donc on va voir un peu vers où on va s'en aller, mais ces modèles prédictifs-là, c'est vers ça qu'on s'en va. Si on pensait que c'était de la science-fiction, là, rapport minoritaire ou Minority Report, là, pour ceux qui ont vu le film, là, ben, on s'en va dans des modèles prédictifs où on va essayer de voir avec votre façon de générer ces données-là, qu'est-ce que vous pourriez vouloir faire? Quel impact que ça va avoir? Bon, est-ce qu'on va se rendre à arrêter les gens avant qu'ils commettent les crimes et les emprisonner avant qu'ils l'aient commis? On verra, mais on sait qu'on s'en va vers ces modèles prédictifs-là parce que la capacité, elle est là pour ces systèmes-là. Donc, quand on génère des données comme ça, ben, c'est ça aussi qui peut arriver. Beaucoup aussi avec les données citoyennes là, qui vont nous permettre d'aller voir des ressentis différents au niveau du territoire. Donc, ça va être vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, bon, j'ai essayé de faire un avant, puis avec l'IA, là, avec les limites que ça représente, là, puis là, l'avant, on va se mettre avant. Donc, tu sais, au niveau de la collecte de données, ben, on voit que, tu sais, on était beaucoup dans de la collecte manuelle de données avec des terrains qui étaient quand même relativement coûteux d'aller faire, d'aller soit collecter des données, soit par sondage ou par relevé sur le terrain. On voit que maintenant, justement, avec toutes les nouvelles technologies de télédétection qui se raffinent et tout ça, ben, il y a des extractions automatiques qui sont possibles, des capteurs qui sont mis. On va essayer de plus cibler nos terrains aussi. Au niveau de l'analyse, on était beaucoup dans des statistiques spatiales classiques. Là, on est, comme je disais, tu sais, dans le deep learning géospatial, des modèles multisources, des détections d'anomalies. Donc, avec l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'on peut pousser nos analyses beaucoup plus loin. Au niveau de la visualisation, la même chose. Si on était, là, je parle avant, là, parce que ça a quand même évolué. Là. Avant, c'est pas maintenant, là. Mais on était beaucoup dans de la cartographie statique, des SIG qui sont sur des postes. Là, on a maintenant, là, on le sait, là, puis on l'a vu entre autres avec la pandémie, tu sais, on a des dashboards en temps réel de comment, quand, tu sais, l'état de la situation à travers le monde, quand ça se propage, la visualisation 3D, des cartes prédictives qui sont interactives. Et ça, ben, avec l'intelligence artificielle, en fait, pour les prochaines années, on va voir de plus en plus ça et ça va être de plus en plus euh, efficace, je dirais. Est-ce que c'est plus rassurant? Ça, je ne sais pas, mais ça va être beaucoup plus efficace dans toute cette collecte-là et cette analyse-là. Au niveau de la diffusion, même chose, hein, on le voit.
Tu sais, sciences ouvertes, on va s'en aller beaucoup vers de la reproductibilité computationnelle là, avec l'intelligence artificielle, de la collaboration IA-géographe. Donc, comment l'intelligence artificielle va devenir un support aux géographes et comment on va pouvoir justement avec ça, mais faire de la meilleure diffusion de nos connaissances. Justement, tu sais, on parlait de visualisation avec les dashboards, mais les dashboards, c'est aussi de la diffusion d'informations. Donc, on s'en va vers ça. En fait, on s'en va vers de nouvelles façons de faire notre travail d'analyse, de collecte, de visualisation et de diffusion avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être demain matin? Peut-être pas, mais certainement, certainement à l'aube de 2030, là, on va commencer à avoir de plus en plus de transformations à ce niveau-là. Bon, étant un gars de résilience, risque et catastrophe, je ne pouvais pas passer à côté d'angle mort, en fait, de l'IA en géographie. Donc, on voit dans la littérature, et ça, c'est vraiment intéressant, là, euh, qu'il y a différents angles morts qui se mettent en place. Un des premiers, en fait, c'est des biais spatiaux. Euh, donc, tout dépendant, ces modèles-là sont entraînés avec quel type de données? Ben, si on les entraîne avec des modèles sur des données du nord global, ben, est-ce que quand on les transpose, entre autres, vers le sud, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est pas la même chose, donc ça nous amène des biais spatiaux. Idéalement, il faut des données sur la région sur laquelle on s'en va. Donc, il faut travailler, si on travaille dans des problématiques plus du sud, ben, avec des données du sud et non pas faire l'erreur de partir avec nos a priori du nord pour s'en aller vers le sud. Même chose, hein, ça peut être le nord et le nord-nord, là. Je sais qu'Étienne est là et lui, il travaille dans le vrai nord, là, on dirait, là, je vais dire. Là. Donc, tu sais, très loin au Québec, mais si on prend des données du sud d'ici et qu'on entraîne nos modèles pour après ça aller les reproduire plus haut, ben ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas et ça va amener des biais spatiaux. Il ne faut pas oublier que c'est une boîte noire, hein, donc il y a une absence d'explicabilité des décisions algorithmiques. Euh, et ça amène un défi, en fait, pour la gouvernance territoriale. En fait, comment on justifie qu'un zonage a été décidé par un réseau de neurones? Euh, Vous irez voir là, en préparation de ce webinaire-là, j'ai comme trouvé tout un pan là, de Explainable AI. C'est quand même assez intéressant justement pour venir justifier quand on est un domaine qui euh, l'utilise de plus en plus, ben, quel impact que les décisions qu'on remet à cette intelligence artificielle-là peut avoir et comment on les explique. Il faut se rappeler, c'est en géographie, quand on travaille sur un territoire, mais on travaille avec un construit, on travaille avec autant des éléments physiques qu'humains. Donc, s'en remettre complètement à l'intelligence artificielle pour prendre des décisions, ben, ça peut être dangereux. Puis même pour certains types de décisions, ben, faut se rappeler que l'importance de travailler justement sur cette interaction-là à l'intérieur du territoire et d'impliquer les humains. L'autre angle mort, en fait, que je voulais mettre de l'avant, c'est bon, des possessions épistémiques, en fait, mais c'est un risque d'effacement des savoirs locaux, autochtones, non numériques. Il faut faire très attention, ce n'est pas tous les savoirs qui sont des savoirs numériques, ce n'est pas tous les savoirs qui sont numérisés. Donc, il faut faire très attention parce que ces modèles-là ne sont pas entraînés en fait, ils s'entraînent sur les données qu'ils ont. Donc, s'ils n'ont pas ces données-là, ben, ça crée un biais et un angle mort vraiment grand. Donc, et se rappeler en fait que la connaissance du territoire, ça ne se réduit pas uniquement aux données qui sont mesurables. Il y a des données qui ne sont non mesurables, qui viennent définir ce territoire-là. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Euh, En fait, reproductibilité et crise, donc il faut se rappeler que souvent, il y a une faible reproductibilité des modèles géospatiaux complexes. Donc, il faut faire attention. Souvent, on est aussi dépendant des données privées, des infrastructures de cloud aussi. Donc, ces modèles-là qu'on utilise en intelligence artificielle souvent demandent des infrastructures très lourdes. Là, vous ferez des tests entre faire une requête, par exemple, avec
soit Gemini, ChatGPT, Claude AI ou peu importe, et le faire sur votre poste, entre autres avec LM Studio, à partir de modèles de langage existants. Les capacités ne sont pas les mêmes et euh, donc, euh, on voit que plus on veut des réponses rapides, plus on veut des réponses recherchées, plus on veut que le système réfléchisse, mais en fait, ça nous crée une dépendance face à ces infrastructures-là. Et plus on utilise de données privées, mais c'est la même chose, plus c'est difficilement transférable et reproductible. Bon, l'empreinte environnementale, hein, on en parle de plus en plus. Donc, il y a un coût énergétique considérable. Bon, dans la littérature, là, vous allez voir, là, il y a tout un paradoxe là, d'utiliser des outils énergivores pour étudier les transitions environnementales, mais c'est ça, on sait que c'est là, c'est la même chose que d'étudier les changements climatiques et de se promener partout sur la planète pour en parler. Donc, ça fait partie des paradoxes existants, mais il y en a aussi avec l'intelligence artificielle. Et il faut faire attention aussi. Pour le moment, en fait, c'est les grands modèles de langage, mais ça amène une concentration du pouvoir où il y a des grandes plateformes, en fait, qui qui possèdent les infrastructures nécessaires pour faire les géotraitements. Euh, et qu'est-ce qui arrive avec nos données quand on les envoie à ces endroits-là? Est-ce qu'on en perd un peu la propriété? Est-ce que on reste souverain de nos données territoriales qu'on génère? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut avoir et des biais, en fait, et ben, surtout des angles morts, je dirais, qui sont là et qu'il faut avoir à l'esprit là, quand on se lance dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, Parce que rapidement, oui, il y a plein de belles promesses, mais faut être conscient du pendant de chacune de ces promesses-là. J'ai toujours pas de questions, mais je vois que les gens bougent, fait que mon écran n'est pas gelé, ça c'est bon. Fait que si jamais vous avez des questions, je le répète, vous pouvez lever la main, intervenir là, sans problème. Je voulais vous entretenir un peu aussi sur la notion de transformation du concept de territoire. Je pense que ça amène au niveau dans la littérature, là, on commence à le voir, là, la notion de territoire algorithmique où, en fait, le territoire n'est pas seulement un espace physique et politique, mais il devient aussi un espace de données, de flux algorithmiques et de gouvernance numérique. Donc, il y a une modification qui se fait à ce niveau-là où on a des grands enjeux, entre autres de territoire donné, donc où l'espace devient une source de données permanente. Chaque interaction humaine aussi laisse une trace spatiale exploitable par l'intelligence artificielle. Tout ce qui est la naissance des jumeaux numériques, des digital twin territorial, qui répliquent et anticipent des dynamiques. Ça amène aussi des nouvelles frontières. Donc, les algorithmes de recommandation de zonage et de scoring créent des frontières invisibles, en fait, à ce niveau-là. Et il y a un enjeu, en fait, derrière tout ça, qui est qui possède les données du territoire. Donc, parfois, ces données-là, et je pense que je ne me trompe pas en disant ça, là, tous ceux qui travaillent, entre autres, en géomatique, là, tu sais, qui possède les données sont souvent privés, il faut souvent les acheter. Il faut souvent s'abonner pour avoir les mises à jour. Tu sais, si ce n'est que les données LIDAR. Oui, il y en a qui sont en données ouvertes, mais il y en a aussi qui sont des données privées. Donc, qui possède ces données-là? À qui ces données-là du territoire? En fait, qui devrait les posséder? Donc, c'est sûr que ça amène des tensions entre les États et les entreprises de technologie puis les communautés locales autour de la souveraineté des données numériques. Parce que tu sais, je peux posséder ma maison, mais par exemple, Google avec Google Maps, mais possède des données aussi sur ma maison. Donc, est-ce qu'ils sont à moi? Est-ce qu'ils sont à Google? Est-ce qu'ils sont aux personnes qui les génèrent? Et ainsi de suite. Donc, euh, il y a tout un enjeu là, à réfléchir. Donc, c'est super important là, pour, euh, pour pouvoir avoir ça à l'esprit. Donc, comme je le disais, tu sais, les acteurs de la gouvernance territoriale, donc, tu sais, ça vient rajouter des acteurs, puis pour certains, des acteurs qui sont un peu invisibles, en fait, qui sont comme autonomes, si on veut, avec tous les systèmes d'IA, mais tu sais, les entreprises technologiques, États et collectivités, les communautés locales.
Et en fait, moi, je pense qu'un des enjeux clés pour la géographie, ça va être de parvenir à documenter, analyser, critiquer la manière dont ces algorithmes-là redessinent les rapports de pouvoir dans l'espace, parce que l'IA va devenir en elle-même un acteur territorial, parce qu'elle va venir influencer des décisions, elle va venir agir sur les dynamiques territoriales par son utilisation qui en est faite, par les prédictions qu'elle va avoir. Et de plus en plus, il va falloir qu'on prenne ça en compte. Et on le voit, on commence déjà à le voir, tu sais, ceux qui ils se créent encore de plus en plus un fossé numérique d'accessibilité, entre autres, où en fait, ceux qui savent l'utiliser ont un pouvoir différent que ceux qui ne savent pas l'utiliser. Donc, ça vient jouer vraiment dans ces dynamiques territoriales-là. Et dans tout ce qui est la notion de pouvoir, là, donc tous ceux qui s'intéressent aux différentes interactions, pouvoir, conflits, euh, en géographie, ben ça va être un pan très intéressant parce que justement, ça vient rajouter des nouveaux acteurs qu'avant, on ne traitait pas à ce niveau-là. Comment on peut mieux habiter notre monde? C'est mon nouveau dada. J'en parle partout. On a un problème avec notre habité. Notre habité ne fonctionne pas. Et je pense de plus en plus que notre solution, la solution, c'est la géographie, là. La géographie va sauver le monde. Mais je parle déjà à des convertis, donc on est correct. Mais je répands la bonne nouvelle que les géographes sont les personnes qui vont sauver le monde. Mais notre façon d'habiter euh, notre habité, en fait, doit être reconstruit pour permettre justement de résoudre certaines problématiques qu'on vit présentement et surtout les transformations et transitions territoriales là, face au bouleversement. Euh, je me suis amusé à faire 3 scénarios pour la géographie et l'IA d'ici 2040. Donc, euh, c'est un scénario optimiste où on a un géographe augmenté, où l'intelligence artificielle devient collaboratrice épistémique. Les géographes pilotent les modèles, interprètent les résultats. On est capable d'avoir une pluralité des savoirs à l'intérieur de ça parce qu'ils sont intégrés. On travaille beaucoup sur la résilience territoriale améliorée face aux crises climatiques et on a un aménagement proactif des transitions. Donc ça, c'est mon géographe, mon scénario optimiste où ça se passe bien avec l'intelligence artificielle. On en a un autre qui est plus probable, hein, et je vous dirais que souvent, moi, je me trouve plus du côté pessimiste, mais celui qui est le plus probable où on va avoir une coexistence qui va être de plus en plus conflictuelle, humain-machine. On va aussi avoir des inégalités d'accès aux outils, nord-sud, urbain-rural, ainsi de suite. On va avoir des régulations progressives, mais qui vont être insuffisantes. On va avoir des victoires au niveau territorial, mais on ne comprendra pas trop pourquoi, parce qu'il va y avoir beaucoup d'opacité au niveau algorithmique. Donc, on va prendre des décisions avec ces modèles-là. On ne comprendra pas toujours pourquoi c'est ça qui nous est proposé, mais on va se rendre compte que parfois, ça a des effets qui sont bénéfiques, malgré que parfois, ça n'en a pas. Et le géographe va se mettre en position de veille critique face à tous ces résultats-là et va continuer à être un peu le gardien de cette organisation territoriale-là et de notre façon d'interagir avec. Et un scénario pessimiste où, là, si ça continue un peu euh, sans nécessairement qu'il y ait de cadre, donc, un peu, tu sais, pour ceux qui suivent un peu l'actualité sur l'IA, là, tu sais, Yoshua Bengio, là, quand il décrit un peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur, c'est pas très rose, mais pour les géographes, ça pourrait aussi ne pas être très agréable, là, où on va avoir de plus en plus une privatisation des données territoriales. Donc, on va avoir de moins en moins accès aux données, où il va falloir payer de plus en plus cher pour avoir accès à ces données-là. On va peut-être même se dire que c'est une bonne idée de déléguer nos décisions d'aménagement aux algorithmes. Euh, on va perdre tout ce qui est savoir non numérique. On a déjà de la misère tu sais, on travaille très fort présentement sur les savoirs traditionnels et les savoirs locaux pour ne pas les perdre. Et ça serait important que
Tu sais, de ne pas arriver à ce scénario pessimiste-là où il y a juste carrément un effacement des savoirs non numériques. Euh, c'est certain que en termes de résilience, ben, s'il y a une privatisation des données, des décisions d'aménagement qui sont déléguées aux algorithmes, mais ça pourrait nous amener une géographie de la vulnérabilité accentuée où là, on va créer de plus en plus de vulnérabilité parce que souvent, ce qui est le plus efficace n'est pas ce qui est le meilleur pour les personnes qui occupent le territoire ou qui habitent le territoire. Et l'autre chose, ben, c'est que on réduise, là, ça, c'est vraiment le scénario le plus pessimiste, mais tu sais, de réduire la discipline à une fonction technique de traitement de données et de perdre un peu de vue toute cette notion-là de géographie humaine, d'analyse, de compréhension de ce qui se passe et de présence sur le terrain. Donc, euh, ça reste quand même où on va se retrouver en fait à travers différents scénarios. Euh, Comme n'importe quel scénario, est-ce que ça va être le A, le B ou le C? Je pense que ça va être un mélange des trois. Euh, et ça va être de faire en sorte, en fait, que les géographes tu sais, maintiennent leur rôle et soient les gardiens, en fait, de toutes ces connaissances territoriales-là qu'on peut avoir, de tout ce concept de territoire, qui n'est pas uniquement un territoire numérique, qui est aussi un territoire humain, un territoire physique, un territoire culturel, et ainsi de suite. Et ça va être important de rester très alerte là, pour les prochaines années à ce niveau-là. Donc, euh, l'IA, un peu, tu sais, j'en parlais justement du rôle irremplaçable du géographe. Euh, tu sais, le rôle du géographe va beaucoup être de contextualiser les données dans leur dimension sociale et culturelle, comme je disais. Euh, Garantir la justice spatiale. On a beaucoup de géographes qui travaillent sur la notion de justice spatiale, mais de garantir la justice spatiale en usage des modèles d'intelligence artificielle. Euh, de traduire en fait les résultats, les outputs algorithmiques là, pour la prise de décision locale, donc de maintenir ce lien-là avec les autorités locales pour faire en sorte d'une meilleure utilisation des résultats. Euh, Moi, je pense que le géographe va toujours être le porte-voix là, des territoires et communautés, comme j'expliquais, et de développer des métriques de résilience pertinentes culturellement. Donc, la résilience ne se mesure pas juste à partir de capteurs et de critères complètement déconnectés de ce qui se passe, mais la résilience, elle est propre à chaque individu, communauté, municipalité, et donc elle est propre à chaque territoire dans la façon de le définir. J'avance parce que, il reste 15 minutes. En fait, le géographe de 2040 va avoir des compétences et une posture où ben, il va falloir que on ait justement ces capacités-là de co-construction avec les territoires, mais que on ait intégré le géonumérique dans notre éthique, qu'on soit capable justement d'avoir une certaine littératie algorithmique parce que c'est de plus en plus présent, une analyse critique des données, des résultats qui sont produits par ces systèmes-là. Euh, je le plug tout le temps, là, mais qu'on s'en aille vers une science ouverte, je pense que c'est ça la clé aussi, là. Donc, de plus en plus que les données soient le plus possible disponibles à tout le monde tout le temps, plutôt que d'avoir une science fermée où c'est très difficile d'avoir accès aux résultats. Euh, donc, tu sais, je me suis lancé là, tu sais, de tenter de réfléchir justement sur la formation des géographes de demain, où on va intégrer la littératie algorithmique sans sacrifier la profondeur théorique, le sens du terrain, l'engagement éthique envers les communautés territoriales. Moi, je pense que tu sais, les départements de géographie, puis là, je vais parler pour le mien, mais je sais que ça se fait partout aussi dans les autres universités, mais à l'UQAM, on est en train de revoir nos différents programmes de bac, entre autres, pour former les géographes de demain. Et c'est certainement des aspects qu'on va intégrer dans nos formations pour être en mesure justement de prendre en compte
toute cette réalité-là qui change de plus en plus et qui change à la vitesse grand V. Souvent, on a de la difficulté à suivre ces changements-là, comme quand on veut modifier des programmes, mais par chance, tout ce qui est la recherche là, nous permet de bien outiller nos étudiants une fois qu'ils se retrouvent là, sur le marché du travail. En conclusion, en fait, faut voir que l'IA va redéfinir les pratiques géographiques sans nécessairement les remplacer. Le terrain va toujours être important, le sens du lieu, la contextualisation culturelle vont demeurer irremplaçables. On va toujours, un géographe, c'est fait pour être sur le terrain, c'est fait pour comprendre le sens. Là, j'ai mis le sens du lieu, mais ça, le sens en général et justement cette contextualisation-là culturelle. Il faut savoir aussi que les données géospatiales offrent des opportunités sans précédent pour modéliser, anticiper et gérer les transitions territoriales face aux bouleversements environnementaux. Donc, il ne faut pas se cacher, c'est très important. Il y a des opportunités et quand on combine ça avec justement avec le point précédent, mais ça décuple en fait les possibilités. On ne se le cachera pas, le concept de territoire, à mon avis, évolue vers des configurations hybrides, là, physiques et numériques. Donc, il va y avoir en fait des nouvelles composantes à notre territoire qu'il va falloir inclure de plus en plus. En conclusion, il va falloir qu'on repense un peu notre formation ou la formation continue pour ceux qui sont déjà sur le terrain et essayer d'embrasser tout ça et de voir comment ça vient modifier un peu votre travail une fois que vous êtes un grand géographe sur le terrain et voir comment ça peut améliorer aussi votre travail et ce que vous faites à ce niveau-là. Vous allez avoir les références là, que j'ai utilisées pour monter ça. Et ça fait le tour un peu de qu'est-ce que je voulais vous entretenir. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère, Étienne pourra me dire après là, si ça répond aux besoins que le regroupement avait. Mais l'objectif, en fait, c'est de voir que ces systèmes-là sont là, que ce n'est pas uniquement l'intelligence artificielle générative. Il y a plein de, en géomatique, il y a plein de modèles d'apprentissage profond, entre autres, qui se mettent en place pour justement améliorer, que ce soit le traitement des données, mais améliorer aussi, ce n'est que juste faire du nettoyage de données. Moi, dans une autre vie, quand je faisais mon doctorat, j'étais à Polytechnique, donc j'ai des collègues qui avaient développé des modèles d'intelligence artificielle que pour faire du nettoyage de données. Donc, parfois, quand on a accès à des grandes bases de données, mais ça peut être utile quand il y a vraiment énormément de données pour essayer de trouver un sens à travers ça, mais toujours avec un esprit critique. Moi, je le dis, là, les compétences du futur, que si vous regardez même au Québec, mais au niveau du Forum économique mondial, pensée critique, résolution de problèmes complexes, c'est à ça qu'on va être confronté dans le futur comme géographe et ça va être important de développer tout ça. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On n'en a pas trop perdu, fait que généralement, c'est bon signe, à moins que les gens se soient endormis, là, mais sinon, c'est toujours un bon indicateur quand on n'en perd pas trop. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le temps, là, on peut prendre le temps qui reste là, pour discuter à ce niveau-là. Merci pour votre écoute. Pour découvrir nos prochaines activités, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et restez à l'affût de nos prochains webinaires. Géographiquement vôtre, au plaisir.